Bonjour les amis, alors je reviens ici sur cette chaîne YouTube Sophie la Psy après beaucoup de temps d'interruption et je voulais faire déjà avant de traiter du sujet de ce jour où je vais vous décrypter le conte de la princesse au petit pois. Eh bien je voulais faire un peu le point avec vous et vous dire un peu ce qu'il en était de ma vie pour que vous compreniez un peu cette interruption, cette absence sur cette chaîne. Déjà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des gros ennuis de santé, ce qui m'a obligée à reconsidérer toute mon existence. Et du coup, j'en suis venue à déménager, quitter là où je vivais, dans un appartement avec 4 étages sans ascenseur, dans un environnement de ville, avec de la pollution, des embouteillages, des agressions, des incivilités dues à la délinquance. Bon, au bout d'un moment, il y avait vraiment un trop-plein. C'est vrai que j'ai mis en place un grand changement. Maintenant, j'habite ici. Là, vous me voyez, je suis dans ma nouvelle maison, à quelques minutes de Bergerac, dans un tout autre univers, un univers de campagne, beaucoup plus agréable, beaucoup plus sain. Ce qui m'a permis vraiment de me reprendre en main avec des randonnées. Donc, au niveau de travail, j'ai arrêté les cours en présentiel, les cours de tarot que je donnais. Donc, pour ceux qui me découvrent effectivement ou qui commencent à me suivre ou qui reviennent me voir, je vous rappelle que je suis psychanalyste jungienne mais aussi tarot thérapeute, et ça depuis plus de 35 ans. Et donc voilà, j'ai voulu arrêter pour vraiment donner du temps, me consacrer à mon bien-être et vraiment être exclusivement dans la relation avec les patients. Ce qui m'a donné du coup l'opportunité, l'occasion de pouvoir donner maintenant ces cours en ligne, et vous pouvez y accéder par cette chaîne YouTube. Maintenant ils sont sur cette chaîne. Je vous mets les liens en bas si vous voulez pouvoir vous y inscrire et commencer tout un programme de formation. Alors il y a 2 cycles de formation. Il y en a une qui concerne exclusivement les arcanes majeures avec tous les liens qu'on va faire avec la psychologie jungienne, les archétypes, l'ombre, le soi. Donc chaque carte va correspondre à une des étapes du processus d'individuation que je vais expliquer. Donc c'est très tourné vers la psychologie, à la fois aussi un peu la spiritualité, le côté ésotérique. Bon voilà, c'est très profond, c'est un long cheminement qui est en 9 sessions. Et il y a à peu près plus de 12 ou 13 heures de vidéos, et je vous fournis, donc une fois que vous y inscrivez, vous aurez des PDF avec tous les détails expliqués, voilà, avec un gros livret de plus de 120 pages, je crois, qui vous donnera vraiment du contenu. Il y a donc une autre formation qui concerne là comment on applique la lecture à travers, maintenant qu'on connaît le vocabulaire du tarot, comment on l'applique à travers des tirages, et qui devient du coup un outil de connaissance de soi, un guide, un compagnon de voyage qui va vous permettre d'éclairer sur des questions que vous posez, sur des situations que vous vivez, des conflits, des incompréhensions. Ça va éclairer votre histoire, votre vie, et donner des conseils. Tout ça, je l'explique à travers des tirages commentés avec les différentes cartes, comment elles se parlent entre elles, comment on peut faire des associations de cartes. Enfin voilà, donc ça c'est un module qui est plus petit, qui dure en 6 sessions. Et donc voilà, pareil, n'hésitez pas à aller voir en bas et vous y inscrire. Donc c'est l'occasion aussi pour moi de vous dire à quel point aujourd'hui je suis contente vraiment de vous retrouver et de reprendre cette interruption où j'avais arrêté les explications que je donnais sur les contes de fées, ou même quand je visite des lieux où il y a parfois des évocations du tarot. Ma dernière vidéo datée d'avant que j'ai ces soucis de santé, c'était par rapport à mon voyage en Italie, et où je vous avais fait tout un commentaire sur la cathédrale de Sienne, où il y a des magnifiques fresques au sol, des cartes, on y retrouve les cartes du tarot, donc c'est absolument hallucinant. Je vous invite pareil, je vous mettrai le lien à aller voir cette vidéo.
Donc pour moi, c'est l'occasion de vous dire aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte, à liker. Vous savez comment marche aujourd'hui les algorithmes, il faut les nourrir. Et j'ai besoin de savoir aussi, voilà, s'il y a des sujets que vous avez envie que j'aborde, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tout cas, voilà, je voulais déjà commencer par ce compte, ce qui est en fait pour moi l'occasion de faire un peu un lien avec mon travail de psychanalyste. Il s'avère que j'ai une patiente, en parlant dans nos consultations, dans nos entretiens avec elle, je lui demandais quel était le conte qui l'avait vraiment marqué petite, quand elle était enfant, et c'est là qu'elle m'a dit La princesse au petit pois. Donc ça m'a donné l'opportunité, je la remercie, elle sait que je fais référence à elle, parce que du coup je me suis dit c'est l'occasion de faire une vidéo spécifiquement sur ce sujet-là, et puis en même temps de parler de tout ce travail psychique, travail intérieur qu'amène la psychologie des profondeurs, et puis ceux qui s'intéressent à Jung, un grand psychanalyste qui s'est démarqué de Freud, qui a commencé avec Freud, mais après qui a pris sa voie, son chemin, et qui a beaucoup intégré la notion d'archétype. Et les archétypes, ce sont ces images que l'on voit à travers les mythes, la littérature, les contes, et le tarot, et nos rêves. Quand on rêve dans notre inconscient, eh bien, on fait appel à des symboliques, des symboles qui sont universels, qui touchent toute l'humanité et qui racontent notre cheminement intérieur, notre manière vraiment de nous réaliser en tant qu'individu. Et c'est inévitable, on est obligé de se confronter à certaines étapes, à certains enjeux, et ça, les contes aussi vont nous en parler. Je m'aperçois souvent dans mes consultations, que je crois que tout le monde connaît tous les contes, et quand je leur évoque, je dis votre problématique, elle est liée vraiment à ce conte, par exemple La princesse au petit pois, et les gens me disent bon oui c'est vrai, mais je vois pas trop en quoi, mais je me souviens plus tellement de l'histoire, donc c'est l'occasion pour moi de vous la raconter. Donc en fait c'est un prince qui cherche à épouser une véritable princesse, une princesse authentique. On lui présente plusieurs princesses, mais aucune ne trouve grâce à ses yeux. Et puis, un soir d'orage, il fait nuit, et la pluie est battante, et arrive une pauvre fille, les cheveux pleins goûtant de pluie, presque en guenilles, et qui frappe au château pour pouvoir, elle demande l'hospitalité pour pouvoir être hébergée. Et elle se prétend être une véritable princesse. Et la mère, qui est vraiment décidée à ce que son fils épouse enfin une princesse, va la tester. Elle va y poser dans son lit un petit pois, tout petit pois, sous une vingtaine de matelas. Il y a plein de matelas empilés, et dessous, tout à fait dessous, elle va y mettre ce petit pois. Et puis le lendemain matin, quand la princesse se réveille, elle se plaint qu'elle a très mal au dos, qu'elle a des hématomes, qu'elle était très mal, qu'elle a mal dormi, qu'elle était très mal installée, et voilà, la reine considère qu'elle est véritablement une princesse, puisque elle a marqué sa peau sensible, elle a vraiment marqué quelque chose qui était un petit détail infini, bien enfoui sous des tonnes de matelas. Et à partir de là, elle l'épouse, et le conte se finit comme ça. Comme souvent, beaucoup de contes, ils se marièrent et eu beaucoup d'enfants. Alors tout ça, je vais vous l'expliquer parce que je voulais aussi vous dire à quel point je m'insurge contre une interprétation complètement erronée des contes que l'on fait aujourd'hui, à l'aune de l'année 2025, enfin des années 2020, où on est avec tout un courant féministe à revoir la littérature, et notamment, bon alors si on veut aller voir les contes et les mythes, ce n'est que des horreurs, c'est des histoires d'ogres, d'ogresses, d'inceste, de meurtres, de monstruosité, et donc si vous voulez tout refaire, toutes les histoires, les refaire dans un ton particulièrement convenable et consensuel, et qui rentre par rapport à nos critères de moralité d'aujourd'hui, et notamment par rapport au féminisme, où je vois des commentaires sur les réseaux sociaux où on va dire la pauvre princesse qui embrasse par exemple Blanche-Neige qui n'a pas réveillé, qui au moment de se réveiller voit qu'elle est embrassée par un prince, elle n'a pas donné son consentement, bon, c'est une forme d'agression sexuelle. Bon, alors là, on est dans l'univers des symboles, on n'est pas dans la réalité.
On est comme quand si vous étiez en train de moraliser vos rêves. Ça aussi, c'est plein de gens ils me disent oh là là, dans un rêve, j'ai tué quelqu'un, c'est horrible. Ils s'en veulent comme s'ils avaient vraiment commis cet acte. Tuer quelqu'un dans un rêve ne veut pas dire qu'on a une pulsion de meurtre et qu'on va vouloir tuer tous les gens qui nous dérangent. Donc en fait, le fait de rêver de quelqu'un qu'on tue, c'est plutôt qu'on tue quelque chose, mais pas réellement un humain. Et le fait d'embrasser quelqu'un, ça veut pas dire qu'on est agressé par un garçon, ça veut dire qu'on s'unit à ce que représente ce garçon. Si on le prend au premier degré, au point de vue littéral, c'est sûr que on va se dire, des fois c'est un peu, les contes sont un peu choquants. Voilà. Mais quand on comprend, là on va sortir de la morale du côté du bien et du mal, mais plutôt comprendre le sens profond des choses et ce que ça, à quoi ça évoque dans notre psyché, dans nos fonctionnements psychiques. Donc, que représente la princesse? Qu'est-ce qu'elle symbolise? Par rapport au personnage masculin, le prince, elle représente son anima, c'est-à-dire la partie féminine de l'homme, en général. C'est-à-dire que les hommes vont avoir dans leur inconscient un aspect féminin qui s'exprime par les émotions, les affects, les sentiments. Et toute sa vie, l'homme va être comme muet, attiré par le féminin. Je ne parle pas forcément d'être attiré par les femmes. Ça ne rentre pas, quand on va parler d'anima ou d'animus, ça ne rentre pas dans une considération de est-ce que c'est genré ou pas genré, est-ce qu'on aime les hommes ou pas les femmes, on est homosexuel ou lesbienne. Ça, c'est autre chose. C'est par rapport à vos désirs sexuels. Ça ne change rien. C'est par rapport plutôt, si on pouvait le donner une image, c'est comme le yin et le yang. C'est l'énergie yin, l'énergie féminine, et l'énergie yang, l'énergie masculine. Donc l'homme est animé dans son inconscient par une énergie yin qui est motrice, qui va lui donner vraiment toute l'énergie pour pouvoir se réaliser en tant qu'individu. Et de la même manière, la femme, elle est animée par une énergie motrice, mais qui là est yang, masculine, et qui aussi va être l'énergie qui va dynamiser en elle tout son processus d'individuation pour qu'elle se réalise en tant qu'individu. Donc, vous comprenez bien que la princesse, elle est l'anima du prince et le prince est l'animus de la princesse. Donc en fait, ces deux personnages, masculin et féminin, se répondent. Comme dans nos histoires de vie, hein, on est confronté à des hommes, des femmes, et ça vient chercher dans notre inconscient notre rapport, comment on entretient la relation par rapport à notre masculinité quand on est une femme, ou par rapport à notre féminité quand on est un homme. Alors, qu'est-ce que ça donne? Dans ce conte, il cherche l'anima dans son aspect le plus pur, le plus... c'est vraiment, on pourrait dire qu'il appelle à quelque chose qui vraiment qui est authentique, qui considère que comment je peux être vraiment authentique. De la même manière, si on est une femme et qu'on lit ce conte, bien on va voir qu'il y a aussi ce désir d'être authentique. Une femme est aussi muée par ce besoin de se révéler réellement telle qu'elle est, et non pas forcément par rapport à des représentations, des images, une image qu'on voudrait donner qui soit une image idéalisée de soi-même. C'est-à-dire, je voudrais paraître peut-être très sage, très sérieuse, alors qu'en réalité, au fond de moi, eh bien, j'ai un être qui est plutôt passionné et qui a envie de sortir des cadres, des conventions. Vous voyez, il peut y avoir comme ça des conflits entre une image que je projette de moi-même ou quelque chose que j'aimerais montrer de moi et la réalité profonde de ce que je suis vraiment et qui a besoin de s'exprimer, de se révéler. Donc, chercher cette authenticité, c'est chercher à être soi. Et que ça soit pour le prince, il cherche à être lui à travers la rencontre du féminin, tout comme la femme, elle cherche à être elle à travers la rencontre avec le masculin. Quand maintenant on va regarder la symbolique sur ce petit pois, que représente ce petit pois?
Le petit pois, c'est une petite chose minuscule, insignifiante, presque invisible, qui apparaît sans importance et qui pourtant va être l'élément clé, le révélateur de la prise de conscience, elle est réellement authentique. Donc ça veut dire que si on ramène ça par exemple à ma patiente, c'est quelqu'un qui, en venant me voir pour ces séances, était muet vraiment par ce besoin de se réaliser en tant qu'individu, de se révéler telle qu'elle est vraiment, de se trouver en tant qu'identité profonde, contrairement à peut-être les jeux de rôle dans la société ou ses rapports avec les parents, où elle essaye de montrer une version d'elle-même telle qu'elle pense qu'il faudrait qu'elle soit, mais qui est peut-être pas vraiment elle-même. En tout cas, il y a ce besoin de se révéler, être authentique. Mais elle sent qu'il y a quelque chose très enfoui. Alors vous voyez, toutes ces couches de matelas représentent toutes les parts inconscientes qui recouvrent ce principe d'aller toucher le détail, hein, le moment clé pour entamer ou enclencher son processus d'individuation. Et cette forme ronde qu'a ce petit pois, c'est un archétype. Le cercle, c'est un archétype, c'est-à-dire que vous allez le trouver dans plein de représentations de différentes religions, différentes civilisations, différentes époques, à différentes régions du monde. C'est une constante qui apparaît, ce cercle, par exemple dans les mandalas, c'est une forme de cercle. Le Tao, je vous ai évoqué le yin et le yang, le Tao c'est aussi s'inscrit dans un cercle, la notion du cercle dans les rosaces, le cercle que l'on va voir aussi dans la roue du karma, dans l'hindouisme ou le bouddhisme. Donc vous avez vraiment cette notion de cercle, et Jung il a compris ça, ça représente, c'est l'archétype du soi. Le cercle est l'archétype du soi. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment besoin, en tout un chacun que nous sommes, hein, il y a besoin d'aller rencontrer cette part véritable de son être qui est totalement enfouie dans l'inconscient. Ce n'est pas quelque chose qui est conscient. Mais du coup, ça demande d'aller traverser toutes ces couches de l'être, ce que représentent tous les matelas. Dans le conte, il est évoqué qu'il y a 20 matelas. Ça m'a percuté parce que je me suis dit, tiens, c'est qu'encore alors une synchronicité, est-ce que c'est fait volontairement par Andersen qui a écrit ce conte, ou est-ce que c'est complètement lié à l'inconscient collectif? Ça veut dire que sans s'en rendre compte, on va écrire, on va créer des choses, mais qui résonnent pour tout le monde et qui touchent l'inconscient de tout le monde, l'inconscient collectif. Et donc le chiffre 20 n'est pas anodin pour ceux qui s'intéressent à la numérologie. Vous allez me dire, ben, 20 c'est 2 plus 0 c'est 2, donc c'est un chiffre qui est évocateur, mais moi je vais prendre le chiffre 20 parce que dans le tarot on a le 20, la 20e carte est la carte du jugement, et le jugement, ben, c'est une carte qui montre le réveil d'un être, l'enfant bleu qui sort du tombeau et qui sort de quelque chose qui était caché, enfoui, et qui montre cette notion d'authenticité, de révélation à soi-même, et de vraiment quelque chose qui éclot, qui naît, naissance de soi en fait. Et il y a vraiment cette évocation très profonde dans cette carte de sortir de l'inconscient quelque chose qui était enfoui et qui doit se révéler. Et je trouve que c'est un beau lien avec ce conte d'Andersen qui exprime ça en fait profondément. Donc le fait qu'il y ait toutes ces couches, ça veut dire que on est tous, voyez, avec des tas d'aspects dans l'inconscient qui peut être donc l'anima ou l'animus, mais quand parfois l'anima et l'animus n'est pas compris, ça tombe dans le côté ce qu'on appelle l'ombre. Alors c'est une notion très importante parce que l'ombre c'est tout ce qu'on rejette, tout ce qu'on ne veut pas voir de soi et qu'on met vraiment dans la cave, hein, comme si vous mettiez relégué des tas de sentiments, de névroses, de peurs, de croyances, d'a priori, d'idées fixes, d'idées reçues qui sont empilées, et puis c'est tout des tas de choses qu'au fond on ne veut pas avoir affaire à ça. C'est très désagréable, c'est très inconfortable, ça nous dérange, ça nous perturbe, on ne veut pas s'y confronter à cette part d'ombre. Parce que ça ne nous montre pas une belle image de nous, ce sont des sentiments que l'on réprouve, des réflexions qui forcément vont échapper à la notion du bien et du mal et de la normalité par rapport à ce qu'on nous enseigne ou ce qu'on nous inculque dans la société, dans l'éducation, dans les codes, dans les dogmes, dans la bienséance, dans des règles de vie pour être en cohésion sociale, ce qui se comprend. Mais
parfois ça va rentrer en conflit avec des intérêts profonds qui sont liés à ce besoin d'être authentique, d'être vrai, d'être totalement en accord avec qui on est profondément. Et donc, ça invite une personne comme cette patiente qui est très sensible à ce conte, ça l'invite à faire cette exploration de son inconscient, d'aller chercher toutes les différentes couches de l'être, toutes les accumulations de croyances, de fausseté, de leurres, d'illusions, de choses qu'elle a cachées, qui cachent, qui l'éloignent de sa dimension profonde intérieure. Donc ça, c'est un conte qui invoque quelque chose qui demande d'aller vraiment profondément en soi. Et puis le fait que cette pauvre princesse apparaisse dans un point de vue un peu misérable, c'est que ça vient vraiment montrer que l'image, elle n'a pas la belle robe, elle a le beau diadème, et elle n'est pas étincelante. Elle arrive dans des conditions où elle est pleine d'eau. Hein, je vous ai dit, ses cheveux dégoulinent d'eau. Pourquoi l'eau, la symbolique de l'eau représente nos émotions. Dans n'importe quel conte que vous verrez, dans même des films, l'eau vraiment c'est cet archétype qui représente nos affects, nos sentiments, mais parfois on a énormément de mal à gérer nos émotions. C'est-à-dire que nos émotions, on peut les vivre comme là, quand elle est pleine d'eau, que ça nous déborde, qu'on est complètement submergé par tout un tas de ressentis qu'on n'arrive pas à contrôler, qu'on n'arrive pas, et qu'on a l'impression que de subir complètement les remontées émotionnelles, c'est-à-dire la tristesse qui nous entraîne dans la dépression, la colère qui peut être très envahissante, toute forme d'émotions qui deviennent négatives aux yeux de la personne qui la vit, parce que c'est encombrant, parce que ça la dessert et qu'elle a l'impression qu'elle montre une partie d'elle-même qui est donc fragile, vulnérable, qui ne flatte pas son image. Et donc elle a l'impression qu'on ne la reconnaîtra pas, qu'on ne la comprendra pas. Au fond, on voit pas qui elle est vraiment, parce que tout ça vient un peu comme ces empilements, c'est un peu comme si ça faisait des paravents, vous voyez, ça vient montrer des tas d'interférences, ce qu'on appelle nous en psychologie des biais cognitifs, c'est-à-dire que sa perception des choses, de la réalité, des événements, seront beaucoup avec un filtre émotionnel par rapport à des croyances qui sont motivées, qui sont en lien avec des émotions, et notamment des émotions qu'elle refoule. Le fait qu'elle aille se coucher, dormir, et il y a tout un travail d'incubation intérieure, et ça correspond à ce que Jung dit. Quand on fait un travail en psychanalyse jungienne, c'est complètement à l'opposé, par exemple, des techniques contemporaines qui sont la psychologie comportementaliste, comme la PNL, ou l'hypnose ericksonienne. Ce sont des très bonnes thérapies, hein, je ne remets pas en question, mais je veux dire que du coup, ça va à l'encontre de ce que veut dire Jung quand on fait un travail sur le processus d'individuation. Parce que le processus d'individuation, Jung dit, ce n'est pas nous qui mettons en place des choses, mais c'est le soi advient de lui-même. Presque, il faut se laisser porter par ce mouvement-là, un mouvement intérieur, un mouvement d'intégration avec ses propres rythmes d'assimilation, d'intégration par rapport à des étapes essentielles dans sa croissance, dans ses prises de conscience, dans le fait aussi qu'on se métamorphose et qu'on change et qu'on se libère des tas de choses qui nous encombrent. Ces différentes couches de matelas représentent les défenses que va mettre la personne quand il s'agit d'aller accéder à ce noyau central, ce petit poids qui représente le soi. Il va y avoir donc un principe de résistance à travers des fausses protections que l'on va se mettre, notamment si on considère que cette héroïne du conte arrive d'une manière pleine d'eau, c'est que ça veut dire qu'elle a une très grande sensibilité. Cette grande sensibilité, c'est son émotivité. Mal vécue, c'est quelque chose qui la gêne, qui la dérange, et qu'elle aura tendance à rejeter. Mais quand elle comprend qu'il faut intégrer cette part-là qu'elle réprouve, cette sensibilité, c'est aussi ce qui lui donne accès à sa véritable condition profonde, son intégrité, ce qui fait vraiment son âme, son être. Cette sensibilité est aussi un gage, une garantie de ce qui fait son authenticité. Mais il faut qu'elle apprenne à le gérer. C'est ça que demande la traversée des matelas.
et d'aller voir où ça fait mal en fait, et que c'est très inconfortable. Le processus d'individuation, hein, Jung dit à quel point ce n'est pas populaire parce que c'est aller toucher des zones sensibles, aller faire un travail comme si on allait excaver dans la cave tous ces aspects sombres et retors. Je vais reprendre un peu ce que je vous disais en début d'explication. C'est-à-dire que là, on a vraiment un moment d'actualisation du soi. Ce moment où s'unissent les deux parties masculines et féminines de l'individu. Pour l'homme, c'est qu'il s'unit à sa partie féminine, et pour la femme, c'est qu'elle s'unit à sa partie masculine. Donc, l'anima pour l'homme et l'animus pour la femme. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il y a aussi un processus de réunification entre la partie consciente, celle qui pense, qui décrète, qui dicte des choses, qui commente, cette partie-là qui peut être aussi liée à l'intellect, à notre partie, comment on analyse les événements, comment on les considère, ce qu'on se dit, toute la réflexion que l'on a en soi-même. Donc cet outil qui est le mental doit être au service de cette compréhension de soi. S'il est qu'au service de finalement l'image que je venais donner de moi-même, eh bien je peux rentrer dans une forme d'intellectualisation, de mentalisation, mais qui est complètement déconnectée de ma réalité d'individu. Et ça devient un discours, au fond, très arbitraire et très pompeux, qui n'a aucune relation avec ce qui fait notre vérité profonde. Donc, le fait qu'il y a cette union, ce mariage, c'est aussi donc le mariage de cette partie consciente qui pourrait se leurrer à travers certaines croyances, mais qui du coup se reconnecte à cette partie inconsciente. Donc c'est cette union entre l'inconscient dans sa dimension du soi et le conscient. Et donc il y a vraiment ce moment où cette union des deux crée vraiment, voilà, ça y est, enfin on arrive à être véritablement soi-même. Et ça se fait naturellement, pas parce qu'on décrète, maintenant à partir d'aujourd'hui je vais être vraiment moi-même. Bah souvent, même si on se dit ça, ça marche pas. Ce que raconte le conte, c'est qu'il faut traverser, c'est comme une épreuve initiatique à chaque matelas, ça représente des étapes successives pour aller faire ce mariage, cette connexion et cette union avec ces deux parts de soi-même. Et souvent aussi, il faut aller apprendre à gérer ses affects, ses émotions, qui sont une manière de comprendre ce qui se passe au niveau de son corps, au niveau de son ressenti, mais il ne faut pas donner toute la prise à ça. Hein, il faut arriver à vraiment interpréter ça d'une manière à ce que ça rentre en résonance avec les intérêts profonds du soi. Voilà, j'espère que cette présentation, cette explication du conte d'Andersen, la Princesse au petit pois, vous a éclairé, vous a donné des éléments pour mieux vous comprendre, peut-être vous aussi, peut-être que c'est un conte qui avait eu une résonance particulière dans votre propre cheminement. L'idée c'est que vous me donniez d'autres, ce serait sympa que vous puissiez me dire en commentaire d'autres contes que vous avez envie que j'aborde. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois, pour une prochaine vidéo, et merci s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!